Vous êtes sûrement tombé sur cette photographie de Maduro. Publiée par Trump sur son réseau Truth Social et partagée par la Maison-Blanche sur X, elle se félicite de la capture du chef d'État vénézuélien, mais contre toute attente, elle a aussi donné un sacré coup de pub pour Nike et entraîné une rupture de stock du modèle, la veste Nike Tech Fleece. Vous êtes prêts? C'est parti! Si l'on trace cette veste, on peut tout d'abord comprendre comment fonctionnent les firmes transnationales comme Nike. Nike a un ancrage national dans son pays d'origine, les États-Unis, à travers son siège social, c'est-à-dire sa direction. Le swoosh, ou la virgule, présent sur la veste de Maduro, a ainsi été créé par Caroline Davidson en 1972, au tout début de l'entreprise, et le contrat qu'elle a signé avec Nike situe celle-ci à Beaverton, dans l'Oregon, aux États-Unis. C'est ici que se prennent les décisions concernant la gestion de l'entreprise, les stratégies de vente et de communication, mais c'est aussi un lieu de recherche et d'innovation pour concevoir de nouveaux produits plus performants comme les produits Nike Tech à l'image de cette veste. Deux autres sièges permettent de régionaliser les décisions, un aux Pays-Bas pour l'Europe et l'autre à Shanghai pour la Chine. Si l'on s'attaque maintenant aux étiquettes présentes au dos du modèle porté par Maduro, on trouve un peu de Made in Cambodia, Made in China et beaucoup de Made in Vietnam. En effet, comme le montre cette carte produite par Nike, la production, elle, est répartie à travers le monde entier. La libéralisation des échanges et la forte baisse du coût des transports ont facilité l'éclatement de la production entre différents pays selon les avantages de chacun. C'est ce que l'on appelle la division internationale du travail. En tout, la production est réalisée par plus de 500 usines sous-traitantes, c'est-à-dire qu'elles produisent pour Nike sans lui appartenir. En fait, Nike est une entreprise sans usine. Mais ces étiquettes montrent bien que l'Asie de l'Est et du Sud-Est forment la principale région productrice. Avec plus de 200 usines et près de 500 000 travailleurs, le Vietnam est lui devenu le premier pays fournisseur de Nike. Il produit ainsi 50% des 600 000 chaussures créées chaque année. Cette concentration de la production en Asie et surtout au Vietnam s'explique par différents facteurs qui permettent à Nike de produire rapidement, en quantité, à moindre coût, tout en s'assurant de la qualité de ses produits. La localisation est importante. Les usines sont situées près des matières premières, comme les plantations d'EVA, qui permettent de fabriquer les semelles. Les usines sont aussi situées à proximité des grands ports et des grandes routes maritimes, qui permettent de fournir le reste du monde. La main-d'œuvre est aussi importante. Dans les années 2000 et 2010, le Vietnam présente une population jeune et dynamique en recherche de travail, ce qui attire les entreprises comme Nike qui veulent accroître leur production. Un autre élément est bien sûr le salaire de cette main-d'œuvre, qui est bien moins élevé que dans les pays développés et permet donc de produire à moindre coût. Le droit du travail est aussi moins contraignant que dans les pays développés, tout comme les normes environnementales, ce qui permet là encore de réduire les coûts, du moins pour les entreprises. Enfin, il ne faut pas oublier le poids des décisions politiques, qu'elles soient vietnamiennes, états-uniennes ou chinoises. En effet, alors que la Chine a délaissé une partie de sa production textile pour se tourner vers des domaines à plus haute valeur ajoutée comme l'automobile ou les hautes technologies, le Vietnam, lui, a mené une politique d'ouverture commerciale dans les années 2000, récupérant une partie de la production textile. Et sans deux événements récents, le Vietnam ne serait peut-être pas le premier fournisseur actuel de la marque. La guerre commerciale menée par Trump contre la Chine en 2018, puis la fermeture des frontières et usines chinoises face à la pandémie du Covid-19 en 2020, ont conduit les investisseurs comme Nike à délaisser la Chine pour développer leur production au Vietnam. Passons à la vente maintenant. Si les achats qui ont mené à la pénurie de cette veste se sont surtout déroulés sur Internet, Nike dispose d'un réseau de 1000 magasins à travers le monde, auxquels il faut ajouter les distributeurs indépendants tels que Foot Locker, Courir ou Decathlon. À l'inverse de la production, les ventes se situent surtout dans les pays développés tels qu'en Europe ou en Amérique du Nord, alors que l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique ne représentent à elles deux que 13,5% des ventes. Cela peut être lié à l'origine de la marque, mais le principal facteur reste le niveau de richesse plus élevé des populations des pays développés qui peuvent se permettre davantage d'acheter cette veste qui coûte plus de 100 euros. Le buzz lié à cette veste montre aussi l'importance de l'image de marque dans la stratégie de communication de Nike. Nike, ou Nike en anglais, tire son nom de la déesse Athéna Nike, déesse de la victoire. Nike voit son image grandir avec un slogan simple, Just Do It, et les exploits des sportifs qui la représentent, avec en tête l'égérie de la marque, Michael Jordan, signé en 1984. Les exploits sportifs de la Dream Team portés par Jordan au JO de 1992, puis le doublé du sprinter Michael Johnson au JO de 1996, installent la marque au sommet du sportswear, reléguant Adidas au second rang. Depuis, les collaborations ont dépassé le domaine sportif pour s'étendre à d'autres domaines, comme la musique avec Travis Scott, faisant de Nike et du sportswear des éléments importants de la pop culture.
Pour asseoir son image de marque, Nike n'hésite pas non plus à mettre en avant des athlètes engagés, quitte à diviser l'opinion publique américaine. C'est notamment le cas quand elle choisit en 2018 comme égérie Colin Kaepernick, ce joueur de football américain qui s'était agenouillé lors de l'hymne pour protester contre les violences policières envers les Afro-Américains. La réaction est immédiate. Critique de Donald Trump, appel au boycott et même des vidéos montrant les Américains brûlant leurs chaussures. Et ça fonctionne puisque les consommateurs s'arrachent ces produits. Même des dirigeants anticapitalistes et opposés aux États-Unis comme le cubain Fidel Castro à l'époque ou Maduro aujourd'hui portent du Nike. Mais si certains se sont rués sur cette veste pour la visibilité redonnée par la capture de Maduro, d'autres l'ont acheté en signe de contestation contre cette capture illégale du point de vue du droit international. Porter du Nike, ce n'est donc pas juste porter une marque, c'est aussi s'identifier à ses figures, ses valeurs et ce qu'elles représentent. Et c'est sur ça que la firme a dû travailler, puisqu'elle a été impliquée dans différents scandales qui ont terni son image. Dès les années 1990, les conditions de travail des sous-traitants, notamment asiatiques, sont dénoncées suite à la publication dans le magazine Life de photos d'enfants en train de fabriquer des ballons Nike au Pakistan. En réaction, Nike a imposé un âge minimum légal à ses sous-traitants et se veut plus transparente quant aux conditions de travail. C'est notamment la raison de cette carte, où nous avons accès à différentes données. Un autre scandale important qui entache l'image de marque de la firme est celui des affaires de dopage de plusieurs des stars qu'elle sponsorise, comme Lance Armstrong pour le cyclisme et Justin Gatlin pour le sprint dans les années 2000. Malgré ces scandales, les ventes ne faiblissent pas, signe que l'image de marque est implantée et continue de marquer notre époque. Époque caractérisée aujourd'hui par un emballement rapide et éphémère pour les tendances, que ce soit la veste portée par Maduro, les laboubous ou, dans une moindre mesure, les lunettes Aviator portées par Emmanuel Macron à Davos, mais ça, c'est une autre histoire. For sure. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, mais aussi à m'écrire dans les commentaires d'autres idées de vidéos. Salut!